Merci à tous pour votre participation au webinaire. Donc, Mélanie, tu peux juste revenir à la page précédente, s'il te plaît. Euh, on a souhaité vous convier aujourd'hui, dans le cadre de l'arrivée du RER E sur le territoire de Grand Paris Seine-et-Oise. Peut-être un petit point de contexte, point d'intro. Le RER E, c'est un projet qui est assez ancien, hein, dont on entend parler depuis très longtemps. Euh, qui a connu un certain nombre de retards. Et ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que le projet est sur de bons rails, sans faire de mauvais jeu de mots. Les travaux se poursuivent avec des grandes avancées, notamment qui ont été permises à l'occasion des Jeux Olympiques. Le matériel roulant est en cours de livraison et malgré quelques problèmes de rodage, voilà, apporte satisfaction pour l'instant sur la branche Est. Donc c'est plutôt un projet qui, voilà, on commence à en voir le bout. C'est un projet qui est assez unique quand même à l'échelle de l'Île-de-France, hein, avec plusieurs milliards investis, euh, et pour faire en sorte vraiment que le territoire et ses entreprises en bénéficient. Euh, Ce qui est important, c'est de réfléchir à la manière dont le projet rayonne au-delà des 500 mètres autour des gares. Parce que si on se contente effectivement de regarder ce qui se passe autour des gares, on passe un peu à côté du sujet. Donc ça nécessite effectivement l'amélioration des conditions de rabattement depuis et vers les gares, que ce soit à pied, à vélo, en bus. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, donc, c'est le rabattement en bus. Euh, donc pour ce faire, une étude a été lancée par Île-de-France Mobilité avec un partenariat étroit avec la CU pour revoir la manière dont les lignes de bus actuelles se rabattent sur les futures gares RER. Donc c'est une étude qui est en cours. Et dans ce cadre, on a souhaité donc se rapprocher des entreprises du territoire pour voir dans quelle mesure aujourd'hui leurs besoins sont satisfaits et comment on pourrait embarquer des éventuels besoins qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits dans cette fameuse étude bus. Euh, donc pour ça, on a donc mis en place un questionnaire auquel voilà, vous serez invité à répondre pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, qui est assez simple en fait, hein, qui prend pas forcément très longtemps à compléter, mais c'est très important pour nous, puisque on sera vraiment votre porte-voix auprès d'IDFM et on essaiera voilà, de porter les demandes et de faire en sorte que ce RER soit aussi un succès pour vous et pour vos salariés. Donc, Mélanie et Elie vont vous expliquer tout ça en détail. Euh, voilà, vous avez les objectifs du webinaire qui sont à l'écran, hein, qui reprennent un peu ce que j'ai dit. Mais voilà, pour l'introduction, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à mes collègues. Merci Jérémy. Donc, dans un premier temps, on va faire un focus sur les rôles et compétences en matière de mobilité pour faire des rappels, des précisions sur ce sujet. Donc, pour bien comprendre l'organisation de la mobilité, donc, que ce soit en Île-de-France ou sur le territoire de GPSCO, donc c'est donc important de bien identifier les différents acteurs et leurs différents rôles. Donc, en premier lieu, donc Île-de-France Mobilité. Donc IDFM, c'est vraiment l'autorité organisatrice régionale des mobilités. Son rôle, c'est de définir la stratégie globale. C'est IDFM qui va financer, piloter l'exploitation des réseaux de transport, notamment les bus et les trains qui desservent le territoire GPSCO. De son côté, GPSCO, donc notre communauté urbaine, donc elle agit comme interface locale IDFM. Elle va gérer la CU, on va gérer plusieurs compétences clés, telles que la voirie, les parcs de stationnement, mais également les bornes de recharge électrique. Et la CU va piloter les projets de mobilité pour l'ensemble des acteurs du territoire. Quant aux communes, elles interviennent davantage sur les aspects de proximité, comme la gestion des abris voyageurs ou la police de circulation et du stationnement.
Et également, donc, pour exploiter les différents réseaux, les différents services de mobilité, il y a donc les opérateurs qui exploitent les services de mobilité bus, vélo, trottinette, autopartage, donc pour le compte d'IDFM ou de la communauté urbaine. Donc cette organisation repose donc sur une relation étroite, avec une coordination étroite pardon, sur ces différents niveaux pardon, afin de proposer une offre de mobilité qui soit cohérente et adaptée aux besoins locaux et qui soit complète pour notre territoire. Et donc ici, l'objectif, c'est vraiment que chacun de ces éléments, chacun des acteurs participe à la fluidité des déplacements et à la transition vers des déplacements plus durables. C'est ça. Ce qu'il faut retenir du coup quand même hein, sur cette slide, c'est que GPSO n'a pas le pouvoir de développer les réseaux de bus. Vous le voyez, hein, les opérateurs bus sont sur la partie supérieure du rectangle opérateur et ils dépendent d'IDFM. Nous, ce qu'on est en mesure de faire, c'est de porter les demandes, mais in fine, c'est bien IDFM qui finance, donc qui décide. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir, nous, de développer les réseaux de bus. Donc, en ce qui concerne l'offre de mobilité sur le territoire, GPSO dispose aujourd'hui d'un réseau de transport structuré géré par Île-de-France Mobilité, avec 6 réseaux de bus, soit environ 160 000, avec un réseau ferré avec la ligne J, L, N, A, et auxquels s'ajouteront bientôt le prolongement du T13 et l'arrivée du RER E. À cela s'ajoute aux compétences d'IDFM la gestion des applications de covoiturage et des réseaux de lignes de covoiturage. Et puis enfin, le stationnement vélo en gare. Pour compléter cette offre, il y a l'ACU GPSO qui propose des solutions complémentaires avec le développement de modes partagés, tels que l'allocation de mise en service des trottinettes et des vélos avec assistance électrique, ainsi que de l'autopartage de véhicules sur 15 stations du territoire. Elle gère également 21 parcs de stationnement sous barrière, dont 4 sont labellisés IDFM. Elle développe également l'installation de bornes de recharge électrique. Et enfin, elle met à disposition des services aux cyclistes avec le stationnement hors gare et de l'aménagement cyclable. L'enjeu est vraiment de renforcer cette offre et son articulation avec l'arrivée du RER E. Donc, ce qu'il faut retenir sur le rôle et compétences de GPSO en matière de mobilité, c'est qu'on est sur de l'aménagement du territoire, le développement des mobilités durables, la coordination avec IDFM et les acteurs locaux, et aussi on favorise l'intermodalité et l'attractivité économique. Sur les enjeux, GPSO doit relever plusieurs défis. Celui d'améliorer l'accessibilité des zones d'activité, de réduire la congestion et favoriser les transports en commun, de déployer les mobilités douces, le vélo, la marche, le développement de passerelles, et enfin d'accompagner les employeurs sur les dispositifs du plan de mobilité ou du plan de mobilité interentreprise. On va maintenant s'intéresser plus en détail dans le RER E et en premier lieu sur son tracé. Donc ici, il est représenté le tracé du RER E sur sa partie ouest, ce qui va le plus nous intéresser. Donc ce RER E reliera les gares de Mantes-la-Jolie à Paris via la Défense. Donc, il va constituer un nouveau moyen de transport pour rejoindre plus rapidement les cœurs d'agglomération, mais aussi pour se déplacer à l'intérieur de la communauté urbaine. Donc, côté CU, il y a 9 gares EOL 9 gares RER
sur le territoire et qui deviendront donc des pôles importants d'échange et d'intermodalité. Il y aura cette ligne, donc elle aura pour avantage de bénéficier de nombreuses correspondances avec les autres lignes du RER, de métro du Grand Paris Express, et facilitant ainsi les déplacements longue distance, comme les trajets du quotidien. Et de manière générale, ce tracé a été pensé donc, pour maximiser l'accessibilité, les différentes connexions, correspondances, tout en anticipant les besoins futurs en matière de mobilité. Donc ici, donc, il y a un focus sur les correspondances. Donc, ce sera vraiment un des principaux atouts de ce RER-E. Donc, il va permettre des connexions avec tous les RER d'Île-de-France, avec 10 lignes de métro, mais également 3 lignes du Grand Paris Express quand elles vont être mises en service, les 15, 16 et 18, ce qui permettra de rejoindre facilement tous les grands pôles de la région, y compris notamment les aéroports. Il y aura donc plusieurs pôles majeurs qui seront desservis, tels que la Défense, avec un accès direct au quartier d'affaires, à ses emplois et à ses correspondances qui sont présentes. Également celui de Magenta, avec un accès direct à Paris Nord et avec une multitude de liaisons, que ce soit nationales ou internationales, soit les aéroports ou les gares TGV. Et donc, grâce à cette interconnexion, le RER va réduire les temps de parcours et donc offrir de nouvelles possibilités de déplacement, tant pour les habitants que pour les salariés des entreprises du territoire. Un focus sur le calendrier de déploiement et les différentes étapes pour l'arrivée du RER-E. Donc en premier lieu, en 2027, donc ce sera ici donc une mise en service initiale avec dans un premier temps une offre des horaires qui sont équivalents à ce qu'on a aujourd'hui, et par contre avec des correspondances qui seront améliorées, et surtout ce sera l'arrivée de nouveaux trains neufs qui seront plus capacitaires, plus confortables, et qui permettront d'obtenir une meilleure ponctualité. C'est aussi un des avantages d'avoir du matériel neuf, il y a moins de désagréments. Ensuite, en 2030, donc, il y aura l'offre nominale qui sera atteinte, avec une desserte qui sera harmonisée et renforcée sur tout le territoire. Si on se concentre sur le J5, donc il sera donc prévu 6 RER depuis Mantes-la-Jolie en heure de pointe et 4 RER en contre-pointe et en heure creuse. On peut dire aussi qu'en pointe, donc, il y aura 2 semi-directs desservant les gares des Mureaux, Verneuil, Poissy, et ensuite jusqu'à Nanterre, et 2 omnibus qui desserviront l'ensemble des gares depuis Mantes-la-Jolie. Et donc cela permettra d'absorber la hausse du nombre de voyageurs qui va être induite par l'arrivée de cette nouvelle infrastructure ferroviaire, tout en améliorant la régularité et la qualité du service. En ce qui concerne donc le rabattement vers les gares, donc l'objectif c'est que le RER-E puisse profiter donc à l'ensemble du territoire. Donc il sera donc essentiel d'améliorer le rabattement vers les gares. Donc cela va passer donc par le développement des réseaux de bus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire adapter les horaires, les itinéraires, les fréquences pour garantir des correspondances qui soient plus efficaces avec le RER-E. Ça doit s'accompagner aussi par des aménagements cyclables et des stationnements vélos qui soient sécurisés, pour faciliter l'accès en gare en vélo ou en trottinette, avec des infrastructures qui soient adaptées.
c'est aussi développer des services qui sont des différents services de mobilité, comme notamment l'extension, que ce soit des trottinettes ou des vélos en libre service. Ça va passer également par le fait de réhabiliter des parkings relais pour offrir des solutions de stationnement qui soient attractives pour les automobilistes qui souhaitent finir leur trajet, que ce soit en train ou même en bus. Ça passera également par le développement du covoiturage. Le but, donc, ce sera vraiment d'encourager le partage des trajets pour limiter la congestion autour des gares, les ponts aussi pour faire les liaisons rive droite, rive gauche, ou des axes les plus fréquentés. Il y aura également un réaménagement donc, des abords de gare pour rendre les accès plus sûrs, plus lisibles et plus agréables pour les différents usagers. Donc ici, l'objectif, c'est que toutes ces actions doivent être coordonnées donc, par la communauté urbaine, par l'IDFM et les différents opérateurs pour permettre une expérience de mobilité qui soit vraiment complète et durable. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est donc la mise en service du RERE. Donc, la première phase arrivera en 2027, puis en 2030. Le RERE, je vais y arriver, pardon, donc offrira un accès direct à Paris, à Paris La Défense, aux différents aéroports, à différentes correspondances qui soient vraiment complètes. L'offre ferrée va vraiment augmenter pour certaines gares, avec vraiment les objectifs, c'est que les bénéfices de l'arrivée du RERE soient diffusés vraiment à l'ensemble du territoire, qui permettra des rabattements multimodaux dans les différentes gares. Alors, peut-être Mélanie, avant qu'on enchaîne sur le questionnaire, on a une première question sur la durée du trajet en RER par rapport à l'institution existante. Je pense qu'on peut la prendre, comme ça répondra au sujet. Élie l'a dit, le RER, c'est pas forcément un moyen de gagner du temps, mais c'est surtout des correspondances qui sont offertes aujourd'hui. La ligne J arrive à Saint-Lazare avec pas mal de correspondances déjà, mais demain, le RER permettra de desservir La Défense en direct avec beaucoup de correspondances, notamment le Grand Paris Express, la ligne 15, dans quelques années. Vous avez donc Haussmann-Saint-Lazare avec des correspondances qui sont à peu près identiques à Saint-Lazare. Vous avez Porte-Maillot en plus et surtout Magenta-Gare du Nord en plus. Mais pour répondre donc au temps de trajet, alors aujourd'hui on n'a pas encore vraiment les temps de trajet, mais ce qui est envisagé à ce stade, c'est un gain de 2 minutes pour les directs pour rejoindre Saint-Lazare depuis Mantes-la-Jolie et 2 minutes de plus en omnibus par rapport à Saint-Lazare. Voilà, on est vraiment sur une situation quasi inchangée. Il faut vraiment retenir que le RER, c'est vraiment des matériels roulants plus confortables, climatisés, plus capacitaires et des correspondances en plus. Le temps de trajet, finalement, c'est pas vraiment le sujet. merci Janine. Pour poursuivre, on l'a vu précédemment, le développement de toutes les mobilités au niveau des rabattements en gare est nécessaire à l'arrivée du RERE. Aujourd'hui, on n'a pas une vision claire, assez précise pour adapter l'offre. Et donc, comme on l'a dit précédemment, Île-de-France Mobilité gère cette offre bus. Et donc, c'est quand même un acteur régional qui n'a pas toujours une visibilité détaillée avec les réalités du terrain et avec les enjeux locaux. Et c'est pour ça qu'à GPSEO, on a décidé de mettre en place un questionnaire à destination des employeurs pour pouvoir permettre de remonter tous vos besoins. Et donc, vos retours permettront de proposer des adaptations pertinentes de l'offre bus et les accès à vos sites et de peser collectivement auprès d'IDFM. Plus on aura de retours, plus on aura un impact sur l'offre. Et enfin, d'optimiser la desserte dans les zones éloignées du RER.
Donc, concernant le mode d'emploi du questionnaire, tous les employeurs sont concernés. C'est un seul questionnaire par entreprise ou un questionnaire par site si vous êtes en situation de multisite. Et du coup, ça nous permettra de faire l'état des lieux de vos organisations de travail, des déplacements de vos salariés, ainsi que les besoins et les attentes en matière d'offres bus. Vous avez jusqu'au 5 septembre inclus pour y répondre. Le lien d'accès est annexé sur ce slide-là et en fin de présentation. Il faut savoir qu'il faut le faire remplir par un référent compétent en capacité de répondre à ce type de questions d'organisation de travail, de déplacement de salariés. Souvent, c'est un référent RH ou RSE. Ce qui est à retenir, c'est important que vous répondiez, parce que les décisions sur l'offre vont être prises aux alentours de 2025-2026 par EDFM. Comme je le disais tout à l'heure, ça va permettre d'adapter l'offre bus et les accès aux zones d'activité, de vous défendre collectivement auprès d'Île-de-France Mobilité. Et vous avez toute la légitimité d'exprimer vos besoins en matière de mobilité, puisque plus de 45% des financements du DFM sont issus de vos versements mobilité et de la prise en charge des abonnements de transport de vos salariés. En matière de mobilité au travail, GPSEO peut vous accompagner. Là, on l'a dit tout à l'heure, on défend collectivement vos besoins auprès des DFR. On peut également vous présenter l'offre de mobilité durable sur le territoire. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore cette vision détaillée, cette culture de l'offre de mobilité, et c'est important de vous la présenter. On peut également vous accompagner en faisant du conseil en mobilité personnalisée pour les employeurs et pour les salariés. En fait, ce sont des conseils, c'est un peu un diagnostic d'accessibilité sur votre site, ou pour les salariés, c'est plus du conseil en mobilité sur les trajets domicile-travail, lors d'animations, d'événements, etc. On peut également mettre en place des actions mutualisées via les dispositifs du plan de mobilité et du plan de mobilité inter-entreprise. Et enfin, on a la possibilité de vous accompagner de manière individuelle et ponctuelle en fonction des enjeux et des besoins identifiés. Donc, les prochaines étapes, vous l'avez compris, c'est de répondre au questionnaire avant le 5 septembre 2025 inclus, et prochainement de participer à une rencontre sur la présentation de l'offre de mobilité. Aujourd'hui, le format et la date restent à définir, mais vous aurez bientôt une confirmation de cette rencontre. Je peux passer aux questions s'il y en a. Oui, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation ou des demandes d'informations complémentaires de la part des participants? Oui. La parole est à vous. Oui, bonjour, je suis à Épône. Je suis chef d'entreprise, je suis dans une zone industrielle. Bon, merci pour la présentation qui est très claire. En effet, ce qui est important, je vais donner notre exemple, c'est aujourd'hui de la gare d'Épône, la zone industrielle n'est pas desservie. Donc le personnel fait ensuite à pied le dernier kilomètre et demi en 20 minutes, à pied, sous la pluie, dans le froid. Bon, donc ils sont équipés la plupart du temps de trottinettes électriques, mais on voit bien que pour recruter, ça va être assez intéressant. Donc moi, j'ai bien compté le côté pratique. Donc ce questionnaire, on va recevoir suite à la réunion un mail avec le lien. Comment est-ce qu'on le reçoit, le questionnaire? C'est juste ça ma question. Vous allez recevoir en fait cette présentation, où sera inséré le lien. Mais je pense que... Oui, tout à fait. Vous le recevrez par mail avec une synthèse de tout ce qu'on s'est dit là. La présentation, le lien vers le questionnaire, les liens ressources. Le lien est également disponible de suite dans la conversation du webinaire.
Si vous cliquez dans conversation, normalement, le dernier message qui a été posté, c'est le questionnaire mobilité GPSO. D'accord, c'est clair. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour. Benoît de Lyon, je suis pareil, directeur de site sur une société basée à Poissy. Question par rapport à ce qu'on voit apparaître un peu sur les différents canaux d'information aujourd'hui. On voit qu'Alstom, a priori, se désengagerait du projet. Quelles conséquences ça peut avoir sur le planning et sur le lancement de la ligne? Oui, merci pour votre question. En fait, Alstom, le matériel roulant. Donc, cette participation n'est pas remise en cause. Le matériel roulant est en cours de livraison. Et je vous l'ai dit au début, modulo les quelques problèmes de rodage au départ, le matériel donne satisfaction. C'est un premier point. Et il intervient aussi sur les systèmes de gestion du trafic. Sur un RER, par comparaison à la ligne de train classique, étant donné qu'il y a beaucoup de trains, vous avez tout un tas de systèmes qui permettent de semi-automatiser la circulation des trains dans l'objectif d'en faire passer plus, tout en garantissant des conditions de sécurité optimales pour éviter les crashs ou les ralentissements. Donc il y a 3 volets. Vous avez une sorte de pilotage automatique, mais là qui est vraiment concentré dans le tronçon central, en gros entre la Défense et Pantin. Donc ça permet de réguler automatiquement l'intervalle entre les trains pour que quand tous les trains convergent dans le tronçon central, ils soient gérés correctement. Et vous avez aussi un volet sur les aiguillages, en gros, hein. C'est la manière dont les aiguillages sont commandés. Aujourd'hui, c'est à l'ancienne, hein, avec des postes locaux. Et demain, avec le RER, c'est un poste centralisé pour toute la ligne. Et c'est sur ce point-là qu'Alstom, effectivement, est en train de sortir ou est sorti du projet, puisque la solution qu'ils avaient proposée ne sera pas prête à temps et ne donnait pas satisfaction à Île-de-France Mobilité et à la SNCF. Donc, ce qui est envisagé, c'est la reprise en main par la SNCF avec une solution déjà éprouvée ailleurs de contrôle des aiguillages, qui sera juste adaptée sur ce projet. Mais c'est quelque chose qui était déjà anticipé depuis un bon moment, hein. Ce qui sort dans la presse, finalement, c'est la fin des discussions, mais ça fait bien plus d'1 an que ce problème est identifié. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous. Et selon nous, ça ne remet pas en cause la livraison du RER, puisque dans le tronçon central, la solution, elle, sera bien mise en œuvre dans les délais. C'est uniquement pour les postes d'aiguillage, et c'est pour ça que vous avez une arrivée du RER en 2 temps. Avec en 2027, l'arrivée du RER avec le même nombre de trains que la ligne J, et seulement en 2030, le nombre de trains final, puisque à cette échéance, les systèmes de contrôle seront bien livrés. Ok, très clair, merci. D'autres questions peut-être sur cette thématique mobilité, arrivée du RER et réseau de bus? Oui, je suis Non, pas Jean-Luc d'autres Roulet, questions. donc chef d'entreprise également Jean-Luc Roulet, chef d'entreprise sur Buchelet et également un des membres du Club Éole. Donc j'en profite parce que nous aussi, on travaille depuis maintenant 5-6 ans sur l'arrivée du RER Éole et notamment sur les mobilités pour recenser les besoins des entreprises et pour pouvoir justement travailler avec vous après GPSO entre autres, mais sur comment faciliter ça. Donc on a déjà fait tout un travail également sur ces recherches de besoins. Il y a eu beaucoup de réunions à la fois sur les Mureaux, sur Épone, sur Buchelet. Et voilà, je pense que nous, on ne se connaît pas forcément, mais on a déjà travaillé avec des personnes de chez vous, mais on a quand même tout intérêt à se revoir pour pouvoir avancer parce qu'on a également fait plusieurs questionnaires. On avait fait un il y a 3 ans, je crois. Il y en a un qu'on a fait il y a quelques mois. Donc, on a déjà pas mal d'infos, nous également. On a plusieurs entreprises déjà engagées. Et voilà. Donc, c'était pour signifier ça et voir comment on peut se recontacter. Après, j'ai vu que Yves, qui fait également partie du club, est également présent. Oui, je suis là. Pour qu'on puisse avancer sur ces sujets-là et travailler tous ensemble pour mettre en place des solutions qui correspondent aux besoins des entreprises. Puis effectivement, nous, on est acteurs sur le territoire, on est conscient des
de ce qui manque aujourd'hui, de ce qu'il faudrait. Et c'est important qu'on travaille ensemble sur les solutions à mettre en œuvre. Oui. Alors effectivement, l'idée, c'est pas du tout d'opposer les démarches, hein. Au final, l'idée, c'est bien de les agréger, de voir dans la manière dont elles se recoupent. Nous, on est dans une démarche un peu plus large que le Club Éole, hein. On interroge vraiment, enfin, toutes les entreprises sont concernées, donc mais bien volontiers. Les résultats de votre propre questionnaire seront étudiés avec attention. Et si vous pouvez relayer ce questionnaire auprès du Club Éole, vous pourrez répondre. On est preneurs aussi. Pas de souci. Oui, oui. Bonjour, donc Yves Ferrand, effectivement, moi je fais aussi partie du Club Éole. J'ai fait de l'immobilier d'entreprise pendant 30 ans sur le secteur du GPSO et je travaille aujourd'hui aussi pour la mairie des Mureaux. Et effectivement, on relaie nous aussi le Club Éole au niveau de toute entreprise, hein, des petites aux grandes. Et effectivement, ça serait bien de pouvoir travailler ensemble et on fera suivre le questionnaire. Merci. D'autres questions? Au niveau des horaires, justement, je ne vais pas noter si on a parlé dans le détail, mais nous, on a une usine, on a des personnes qui commencent à travailler à 6 heures le matin. Le RER, à quelle heure les premiers arriveront en gare de Mantes et y aura-t-il des navettes dès 5h30, par exemple, pour pouvoir être, nous, sur Buchelet, mais sur place au niveau des bus, comment ça va se passer par rapport aux personnes en horaire décalé? À ce stade, sur l'offre ferroviaire, l'information qu'on a en 2027, c'est qu'elle sera identique à la ligne J. Donc, je n'ai pas l'info, je ne sais pas s'il y a déjà des lignes J à cette heure-là, mais en tout cas, il n'y en aura pas moins qu'aujourd'hui, mais il n'y en aura pas plus non plus, a priori. S'il y en a, l'objet de cette étude, c'est aussi de regarder comment les premiers et derniers trains sont coordonnés avec l'offre bus. Et c'est tout l'intérêt de ce questionnaire, il y a aussi une partie sur les cycles de travail, horaires décalés, les 3-8, etc. N'hésitez pas à être précis là-dessus. Ce sera regardé avec attention. On n'est pas bien à la gare de Mantes en termes de parking aussi ici. Là, je parle de Mantes, il y aura une offre suffisante, par exemple, pour que si on veut pouvoir partir sur Paris dans la journée, par exemple, pour garer un véhicule, Oui. ça c'est adapté. Alors aujourd'hui, vous avez 2 parkings relais à la gare de Mantes, un de chaque côté du faisceau ferroviaire, donc un côté Mantes-la-Jolie et un côté Mantes-la-Ville. Donc, dans le cadre de l'arrivée du RER, il est prévu d'étendre le parking côté Mantes-la-Ville, donc le parking sud, puisqu'on s'attend à ce que la ligne soit plus attractive, donc il y ait plus de demandes. Mais déjà aujourd'hui, l'offre n'est pas saturée, hein, donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire dès maintenant. Ok, merci. D'autres questions? Profitez-en. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que vous aurez des questionnements ultérieurs. Donc, bien évidemment, mes collègues de la direction des mobilités sont à votre disposition, tout comme la direction du développement économique. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. On vous remercie de votre participation et bien évidemment, comme d'habitude, si j'ose dire, vous serez destinataire d'un petit mail de suivi avec justement la présentation, le lien de nouveau vers le questionnaire mobilité, dont on vous encourage fortement à y répondre parce que c'est grâce à ce questionnaire qu'effectivement on pourra avoir des données fiabilisées à présenter auprès d'Île-de-France Mobilité pour voir après les évolutions qui seront possibles en matière d'offres de bus notamment. Nous vous remercions pour votre attention. À bientôt pour un nouveau webinaire d'Eveco sur une nouvelle thématique. Ce sera maintenant à la rentrée. On vous souhaite un bel été et encore merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.